La première moitié de la vie consiste à sortir dans le monde de façon sauvage, folle et dangereuse pour faire l'expérience de la vie. N'est-ce pas, ressentir cette absence de limite? Et là dehors, explorer tout ce qui est possible, le découvrir, l'expérimenter à tous les niveaux, pas seulement l'argent, le pouvoir, la richesse, tout ça c'est bien. Mais il arrive un moment, celui du milieu de la vie, c'est comme un cercle. On commence au centre et on part dans le monde, on essaye de trouver le bonheur à l'extérieur. On s'engage, pour ainsi dire, dans l'enchevêtrement de la matière à l'extérieur, puis il y a le milieu de la vie, et à partir de ce moment-là, il s'agit de revenir vers le centre. Cela veut dire que maintenant, nous passons de l'enchevêtrement au développement, parce que nous comprenons lentement, lentement que le bonheur ne se trouve pas à l'extérieur, mais que c'est la manière dont je réagis à ce qui se passe à l'extérieur qui détermine à quel point ma journée, ma semaine, ma vie sont heureuses et épanouies. Et on peut aussi comparer cela à un match de football. Les gars, regardez ça. 86% regardent sans s'être abonnés à la chaîne. Si cette conversation t'a rendu ne serait-ce qu'1% meilleur, alors abonne-toi s'il te plaît. C'est le deal le plus équitable sur Internet. Tu y gagnes en clarté et ça nous aide énormément à continuer d'inviter les meilleurs, les plus critiques et prestigieux invités. Et maintenant, bon visionnage de notre échange. Non, en première mi-temps, les équipes jouent dans une direction, puis l'arbitre siffle et ensuite, après une courte pause, tout le monde joue dans l'autre direction. Maintenant, il faut s'imaginer, comme tu viens de le dire par exemple, qu'il y a un joueur qui dit « j'ai joué tout le temps dans cette direction, je continue simplement à jouer dans cette direction, je n'écoute pas l'arbitre ». Alors il va marquer contre son camp, puis l'arbitre va siffler et il n'accordera pas les buts. Il va lui expliquer qu'il doit jouer dans l'autre sens. S'il résiste et dit « je veux continuer à jouer, j'ai encore besoin de 5 maisons de plus, j'ai besoin d'un avion de plus, et ça, et ça, et ça », alors il se peut que l'arbitre siffle encore plus fort et qu'à la fin, il reçoive un coup au visage, l'arbitre, parce qu'il n'a fait que siffler. Mais l'arbitre, ce sont les signaux que notre corps envoie pour attirer l'attention. Et ce n'est pas à l'extérieur, tu ne le trouveras qu'en toi, alors reviens au centre. Et c'est une prise de conscience qui, et cela, les anciens philosophes de toutes les traditions le disent déjà, devrait grandir lentement à l'approche du milieu de la vie et prendre plus de place. Ainsi naissent les merveilleux voyages, aux priorités très différentes. Ce sont alors des voyages intérieurs ou des voyages vers des personnes qui transmettent justement la sagesse, qui transmettent l'expérience de la vie et qui font ressentir quelque chose. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Autrefois, on pratiquait la psychothérapie et, à l'époque de Sigmund Freud, on analysait minutieusement les traumatismes. Je trouve que c'est une forme de thérapie très centrée sur l'ego. Je pense qu'il est temps aujourd'hui que l'époque change. Il ne s'agit plus de savoir qui j'ai été, mais qui pourrais-je être. Et quels outils sont à ma disposition ici et maintenant aujourd'hui pour trouver cette lumière, cette force en moi, afin de devenir la personne que je peux devenir déjà présente en moi. Et nous remarquons que trop de temps est consacré au passé et qu'on ne porte pas assez d'attention à où est-ce que j'en suis maintenant, quelles sont les prochaines étapes, qu'est-ce qui veut s'épanouir à partir de cela en moi. Si j'avais investi le temps que j'ai passé avec 50 constellations familiales et 1000 heures de thérapie dans l'avenir, de plus en plus de gens le remarquent, et que je l'avais investi à affiner mes organes sensoriels, à affiner ma perception, pour ensuite avoir le courage et la volonté de me séparer des personnes qui ne me font pas de bien, me séparer des métiers, des situations de vie, des événements qui ne me font pas de bien. C'est entre mes mains de changer les choses. J'ai seulement besoin d'une décision. Et c'est exactement ça. Il y a 20 ans, quand Matrix est sorti, chaque patient dans mon cabinet recevait une pilule rouge et une pilule bleue. C'était alors des comprimés de menthe. Et s'il était prêt à changer, il devait prendre un comprimé et me rendre l'autre. Non? Alors, celui qui a pris celle qui concerne le développement personnel prend la décision pour lui-même, oui, je veux avancer. Celui qui a pris l'autre a fait le choix de rester dans ce qu'il connaît, de ne pas oser aller vers la nouveauté. C'est aussi très bien. Mais là, j'ai dit qu'il y a d'autres médecins bien meilleurs que moi. Allez-y, là-bas vous serez traité exactement comme vous le souhaitez maintenant. Nous devons aussi apprécier cela. Certaines personnes ne veulent pas évoluer davantage.
Ils ont choisi de souffrir plutôt que de changer quelque chose. C'est acceptable, cela peut l'être aussi. Au Steinhuder-Mer, nous sommes là même pour les 30% qui, comme on l'a vu pendant la pandémie, ont choisi d'autres voies et développé une perception différente. Nous voulons leur donner courage, force et veiller à ce qu'ils développent au mieux leur potentiel. Et donc, même pendant la période de la pandémie, je ne me suis pas, bon, au début oui, mais de moins en moins par la suite, énervé à cause de ce qui ne fonctionnait pas, mais je me suis réjoui du jour où tout le monde ressortirait et dirait « Waouh, c'est accompli, nous sommes restés fidèles à nous-mêmes, nous avons tenu bon et maintenant nous avons réussi. » Donc, je souhaite aussi, pour les deux guerres, que nous nous concentrions sur l'issue positive et que nous ne dirigions pas notre énergie vers ces processus qui sont en cours en ce moment. Nous devrions imaginer l'image que je souhaite, comment ces nations se rencontreront à nouveau un jour et se serreront la main. Nous devrions déjà construire cette image maintenant. C'est plus judicieux que de se réjouir ou de s'énerver à propos des bombes qui tombent de toute façon. Ce n'est pas bien. Nous vivons actuellement une révolution de la conscience. J'ai souvent entendu ce terme, parce que les mensonges qu'on nous sert dehors sont tellement audacieux, tellement flagrants, vraiment en pleine figure, que nous sommes vraiment comme ça. Soit on se réveille et on prend notre vie en main, on devient responsable de soi-même, soit après-demain tu seras la chair à canon sur un front quelconque, ou alors tu finiras dans une prison numérique. Autrement dit, cette pilule bleue ou rouge, elle nous est servie en pleine figure par la vie en ce moment, c'est le moment de se réveiller. Et si tu ne le fais pas, alors tu n'as tout simplement rien compris. Alors tu étais un esclave dans l'ancienne vie ou dans l'ancien monde, et tu resteras un esclave dans le nouveau monde. Parce que je trouve toujours que c'est difficile, ce combat entre l'ancien et le nouveau monde. En fait, notre vibration devrait être tellement élevée, du moins pour ceux qui sont un peu éveillés, que le nouveau monde commence dans des conditions différentes de celles dans lesquelles l'ancien monde s'est terminé. Parce que l'ancien monde, à mes yeux, il y a des forces démoniaques, des forces diaboliques qui remontent à la surface en ce moment, et je trouve cela très, très éprouvant. Je voudrais vous montrer ici une image de la pyramide de la conscience selon Hawkins. Sur cette image, vous pouvez voir comment une pyramide inversée est représentée ici. Des personnes qui fonctionnent en mode alerte. C'est un médecin américain qui a défini cela, cette pyramide de Hawkins, Dr. Hawkins. Et il montre quelles émotions retiennent une personne dans un état d'alerte. N'est-ce pas? Et il a classé cela en catégories de fréquences. Et la fréquence la plus basse à laquelle nous, les humains, vibrons, c'est la culpabilité. Culpabilité, honte, peur. Et tout ce qui a à voir avec la colère, la haine, l'envie, la jalousie, la résistance, ce sont des modèles vibratoires de basse fréquence. Il a mesuré cela dans le corps et il a constaté que lorsque les gens évoluent dans ces mondes de pensée, cela déclenche un tonus sympathique, un état d'alerte. C'est quelque chose que nous pouvons maintenant mesurer de façon moderne avec notre ECG. Et à partir du niveau de fréquence sainte, cela monte maintenant jusqu'à 1000. Courage, volonté d'aller plus loin, ouverture, vitalité, gratitude, empathie, amour, compassion. Il a associé toutes ces choses à des fréquences jusqu'à la fréquence 1000 où je ressens vraiment cette connexion avec les autres, la connexion avec tout ce qui existe. Quand j'ai ressenti cette connexion une fois, je ne peux plus manger d'animal, ce n'est plus possible. Alors je ne peux plus contribuer à ce qu'un autre soit blessé. Je ressens simplement ce lien avec les autres. Et c'est exactement ce que je voulais dire. Il ne s'agit plus de résoudre des traumatismes. Il ne s'agit pas non plus d'avoir de grandes révélations maintenant, parce qu'en fait, nous savons déjà tout. Il faut maintenant ressentir et intégrer les choses, puis les mettre concrètement en pratique. Et tu as évoqué la nouvelle ère. Appelons-la la boule de démolition orange venue d'Amérique. On en a presque besoin pour que le nouveau puisse émerger. Pour que cela devienne vraiment clair, très évident, ce qui se passe ici, ce qui se passe ici. Et j'ai entendu récemment il y a une belle histoire. Une bonne blague, une bonne blague. Voyons si je peux m'en souvenir, sinon on la coupera. Là, il y a un bœuf avec un faisan. Les deux sont dans un pré.
Et le faisan est devenu vieux et dit, « Tu sais, quand j'étais jeune, je pouvais voler tout en haut de l'arbre, je pouvais m'asseoir tout en haut de la cime. Maintenant, je n'arrive même plus à atteindre la première branche. » Alors le taureau dit, « Ce n'est vraiment pas un problème. Il suffit de manger un peu de mon tas de fumier que je dépose ici chaque jour. Et si tu en manges un peu chaque jour, tu verras, dans 4 ou 5 jours, tu seras de nouveau là-haut. » Le faisan dit, « Impossible, c'est absurde, je ne le ferai pas. » Alors le taureau dit, « Si, essaie donc. » N'est-ce pas? Ça ne prend pas longtemps. Et déjà quelques jours plus tard, le faisan est assis tout en haut de l'arbre, et il est heureux, heureux comme un roi. Le fermier voit cela, il prend son fusil et l'abat. Et la morale de cette histoire, c'est « Tu peux faire autant de conneries, autant de merde que tu veux, et tu peux monter aussi haut que tu veux avec ça. Au final, ça ne t'aidera pas. » Et maintenant, nous allons observer si on peut transposer cette histoire à la situation actuelle. Beaucoup de choses le laissent penser, parce que cela fait simplement partie des lois de la nature. Il y a des règles du jeu dans la vie. Et celui qui connaît ces règles du jeu, Rüdiger Dahlke, avec qui je fais des séminaires depuis plus de 25 ans, l'a d'ailleurs décrit en détail dans sa trilogie. Les lois du destin, le principe de l'ombre, et ainsi de suite. Là, nous voyons exactement comment fonctionnent les lois de la vie. Ce qu'il a recueilli des anciennes traditions est un savoir à lire absolument. Et celui qui connaît ces liens et qui parvient aussi à les intégrer, nous savons tout, mais nous devons l'intégrer, nous devons le mettre en pratique. Nous devons ressentir, expérimenter, mettre en œuvre. Et c'est ce que nous offrons aux patients dans notre cabinet au Steinhuder Mir avec mon équipe. C'est pourquoi le cabinet s'appelle aussi cabinet de santé, parce que le but est que nous nous orientions vers la meilleure version de nous-mêmes et que nous regardions comment nous pouvons faire fleurir cette meilleure version comme un beau bouquet de fleurs. Et il y a des chemins pour y parvenir. Nous avons déjà beaucoup parlé, Ingfried, des politiciens guidés par la peur. Parlons maintenant des médecins motivés par la peur. J'avais l'impression que tous les médecins que je considère comme très intelligents, il faut avoir un numerus clausus d'1,0 pour pouvoir étudier cela, ont complètement échoué pendant la période du Covid, comme s'ils avaient en quelque sorte éteint leur cerveau. Et j'ai aussi, par exemple, je ne sais pas si tu veux en parler, mais j'ai par exemple une relation très traumatisante avec les médecins. Je me souviens, au début de la vingtaine, je suis allé chez le dermatologue pour une urticaire. Et puis, d'une manière ou d'une autre, j'ai fini par parler à un pharmacien par 1000 détours et j'ai moi-même obtenu la cétirizine. Je l'ai procurée moi-même. Ensuite, je suis allé à la clinique Biedersteiner ou Bodensteiner près de Munich, spécialisée en dermatologie, où j'ai parlé avec un expert, professeur ou docteur, dont je ne me souviens plus du nom. J'ai dit que j'avais de l'urticaire et d'y jeter un rapide coup d'œil, mais il m'a répondu d'un ton condescendant « Quel est exactement votre problème ?» Prenez donc la cétirizine. Oui, quel est le problème? D'autres personnes doivent prendre des médicaments bien plus forts. Et j'ai pris ces saloperies pendant 10 ans, simplement parce que, dans le fond de ma tête, je me disais qu'en fait, je ne devrais pas en faire tout un plat. Tu sais, j'ai entendu cette phrase de ta part dans une interview. Le patient est anxieux et le médecin est anxieux. Et quand ces deux peurs se rencontrent, ça ne peut être que désastreux. Peut-être pourrais-tu en dire encore quelques mots. Oui, volontiers, j'ai vraiment déjà dit cette phrase. J'observe chaque jour ce qui arrive aux patients, et ce depuis 40 ans maintenant. Et où ils sont envoyés, quels examens sont réalisés. Et je peux dire en toute honnêteté qu'il y a 10 fois plus d'examens effectués que nécessaire, et il y a 10 fois plus de médicaments prescrits que ce qui est réellement nécessaire. Pas parce que c'est vraiment utile, mais par peur du médecin de ne pas avoir tout fait et par peur du patient de ne pas avoir suivi tout ce que le médecin a dit. Donc, la peur du patient de sombrer encore plus dans sa maladie rencontre la peur du médecin d'être accusé s'il n'a pas fait le maximum. Et cela, nous le vivons tout particulièrement en Amérique. Je vais un peu exagérer maintenant. On peut poursuivre son médecin en justice si on a une tension artérielle de 150/100, si on n'a pas pris les 5 médicaments que l'American Heart Association recommande dans ses directives. Si un seul est prescrit, on peut poursuivre le médecin pour lui avoir refusé les 4 autres.
Cela veut dire que le médecin va toujours faire le maximum sur le plan médical, sinon il perdra son assurance. Parce que s'il est poursuivi, il perd son assurance. Et ça déborde de plus en plus jusque chez nous. Il y a ces directives qui précisent exactement ce qu'il faut faire. Nous avons certaines bactéries hélicobactères dans l'estomac et nous devons prendre 3 antibiotiques. Si je ne donne pas les 3 antibiotiques, je finirai par être dans le collimateur et recevoir un avertissement. C'est la direction actuelle. Mais personne ne me parle de ce que je pourrais prendre comme substance soufrée, de ce que je pourrais prendre comme curcuma, pâte de curcuma et ce genre de choses pour éliminer ce germe de manière très simple. Parce que la directive ne se base que sur les études scientifiques de certains groupes pharmaceutiques et lobbyistes qui ont imposé quelque chose de précis. Cela veut dire qu'avec 3 antibiotiques que je prescris, je détruis le microbiome intestinal à tel point que le gastro-entérologue ne se rend pas compte que le patient se retrouve 1 an plus tard chez le psychothérapeute parce qu'il ne produit plus de mélatonine ni de sérotonine et qu'il tombe donc en dépression car sa biochimie a été détruite à ce niveau-là. De la même manière, le gastro-entérologue qui prescrit du pantoprazole, un bloqueur d'acidité, ne se rend pas compte que le patient se retrouve 5 ans plus tard chez l'orthopédiste avec de l'ostéoporose et peut-être de l'arthrose de la hanche et des fractures parce qu'il n'a plus absorbé de minéraux puisque le bloqueur d'acidité bloque justement ce processus. N'est-ce pas? Donc, la plupart des collègues de la médecine conventionnelle sont sûrement du genre à garder cela à l'esprit. Mais très très nombreux et un nombre croissant n'en tiennent justement pas compte. Tous ces nombreux effets secondaires et leur ampleur, soyons prudents. Il vaut mieux une chimiothérapie maximale, les antibiotiques les plus puissants et encore d'autres traitements. Mais des signaux, des symptômes sont supprimés comme si l'on conduisait une voiture en panne au garage parce qu'un voyant rouge est allumé et qu'on se contentait de dévisser l'ampoule pour que le symptôme, le signal disparaisse. Nous sommes aujourd'hui à une époque où cela n'est plus possible. Nous sommes devenus suffisamment matures en tant que société à l'échelle mondiale pour ne plus avoir à jouer à ces jeux. Nous avons dépassé ce stade. Et je dirais que 30% de la population l'a compris, et pour ces 30%, il faut une toute autre médecine que pour les 70% qui disent « la maladie n'a rien à voir avec moi, ça n'a rien à voir avec mes excès, ni avec le fait que je ne bouge plus, tout ça n'a rien à voir ». Mais les 30% qui se rendent bien compte que c'est leur mode de vie qui fait que le corps envoie des signaux. Nous, médecins holistiques, sommes responsables de ces personnes à qui nous consacrons toute notre énergie, parce qu'ils ont compris qu'ils sont eux-mêmes responsables. Et dans le mot allemand Verantwortung, il y a Antwort, qui veut dire réponse. Cela signifie que j'assume la responsabilité de la réponse que je donne, que j'assume la réponse que je donne au stimulus, au défi qui vient de l'extérieur. Je peux décider comment j'y réponds. Et là, j'ai beaucoup de possibilités et un patient qui vient me voir au Steinhuder-Mer, la première question que je lui pose, c'est « Voulez-vous vraiment guérir ?» Et parfois, cela devient une longue discussion, car il s'avère alors que la maladie apporte tellement d'avantages que l'on se rend soudain compte que, en fait, 40% de moi ne veulent même pas guérir. Un instant, là tu es en train de me perdre. Tu veux dire qu'être malade apporte des avantages avec cette mentalité de victime? Eh bien, j'ai une épouse qui prend bien soin de moi maintenant. Je n'ai plus besoin d'aller travailler. Je suis en arrêt maladie depuis 1 an déjà. On peut s'y habituer. Comment puis-je aider quelqu'un qui est en arrêt maladie pour le dos depuis 1 an? Comment puis-je l'aider si 50% de sa personnalité s'identifie déjà à cette voie de la pré-retraite? Mais l'âme ne s'y sent pas bien. Elle sait qu'elle vit ici aux frais de la communauté, ce qui impacte les gens. C'est sûr à 100%. La maladie est le plus grand maître, je suis tout à fait d'accord. Prenons un exemple concret. J'avais autrefois l'urticaire. Qu'est-ce que cela disait sur moi, où j'en étais dans la vie, pour que cette maladie de peau, un peu comme une dermatite atopique, mais plutôt comme une urticaire, revienne sans cesse? Qu'est-ce que cela signifie concrètement? Prenons 4 maladies très concrètes. Commençons par l'urticaire. On peut aussi jouer avec l'allemand. Il y a quelque chose qui brûle sur la peau. Qu'est-ce qui brûle en toi? Qu'est-ce qui veut s'exprimer?
Qu'est-ce qui te passionne au point que tu veuilles t'épanouir dans quelque chose de particulier, mais tu es limité par quelque chose? Et cette démangeaison de la peau est quelque chose de symbolique. J'ai envie de gratter, de faire sortir ce qui veut s'épanouir en moi, mais quelque chose en moi n'ose pas sortir de ses habitudes. C'est un aspect. Un autre aspect, la peau est toujours le reflet du microbiote de l'intestin. En changeant notre alimentation, nous renforçons le microbiote, ce qui améliore rapidement la peau. Nous le voyons chez les enfants atteints de dermatite atopique. Nous supprimons tout simplement le lait, l'un des aliments les plus nocifs que nous ayons. Aujourd'hui, il y a 100 ans, c'était différent. On retire le lait et 4 semaines après, l'enfant est guéri. Donc nous voyons à quel point le microbiote est lié à la peau extérieure. Mais la peau est aussi l'organe frontière entre le monde intérieur et le monde extérieur. À quel point puis-je poser mes limites? Où ma barrière est-elle perméable et s'enflamme-t-elle à cause de cela? Parce qu'un conflit, que j'ai peut-être dans mon couple ou ailleurs, apparaît maintenant sur cette surface de séparation. On peut donc jouer un peu avec les mots en psychosomatique. Mais chaque maladie oblige à s'arrêter et à regarder où les choses ne sont pas en équilibre naturel. Est-ce que je dors assez? Est-ce que je mange trop et trop irrégulièrement? Est-ce que je suis en contact avec trop peu de personnes qui me font me sentir bien? Est-ce que j'ai des pensées et des sentiments affectueux qui accompagnent ma vie d'une certaine manière? Est-ce qu'il m'arrive encore d'avoir un sentiment de joie, de vivre de temps en temps? Ou bien suis-je comme un soldat qui ne fait que recevoir des ordres et dire oui tout le temps, alors qu'en réalité il pense non? Donc il y a des liens. Si on en parle, on découvre des choses et ensuite on peut voir, d'accord, c'est sur ces leviers-là que je peux agir. Et pour l'un, c'est davantage l'alimentation, le microbiome. Pour l'autre, il s'agit surtout des pensées et de l'attitude intérieure. La médecine tibétaine dit que la cause numéro 1 de toutes les maladies sur cette planète, ce sont les mauvaises pensées. Si je ne contrôle pas mes pensées, parce qu'elles me retiennent constamment dans le futur ou dans le passé, mais n'ont rien à voir avec l'ici et maintenant. Le passé et le futur sont superflus, seul le présent compte. Et l'ECG prouve que lorsque je fais mes exercices de respiration dans l'ici et maintenant, je suis totalement présent et mon système se régule soudainement. Il existe aussi des exercices qui renforcent le nerf vague. Il existe des formules médicinales chinoises qui renforcent le nerf vague. Certaines perfusions renforcent le nerf vague, comme celle que nous donnons dans mon cabinet au Steinhudermeer à des patients épuisés en suractivation du système sympathique, avec un pouls à sang qu'ils n'arrivent pas à faire baisser. Nous pouvons renforcer le système pour que les maladies de la peau diminuent naturellement. Hashimoto. Hashimoto, cela correspond au chakra de la gorge. C'est cette zone ici en haut où des choses veulent être exprimées. Et nous voyons que Hashimoto en particulier, ou toutes les maladies de la thyroïde, mais surtout Hashimoto, où il y a aussi des processus auto-immuns derrière, il y a quelque chose en moi qui lutte contre moi-même. Un peu comme si je me disais, quand est-ce que ce sera enfin mon tour? Quand est-ce que ce sera enfin mon tour de m'exprimer clairement et de faire enfin ce que j'ai toujours voulu faire? J'ai eu un patient une fois, ce n'était pas Hashimoto, mais une angine. C'était il y a très longtemps, sûrement il y a 30 ans. Mais je ne l'ai jamais oublié, parce qu'il venait régulièrement tous les 3 semaines, avec une grosse angine devant moi, avec des amygdales rouges et enflées comme ça. Et il était relativement jeune, peut-être 22 ans, il portait un costume super élégant, les cheveux parfaitement coiffés, et il s'asseyait toujours très sagement devant moi. Toutes les 3 semaines, il avait une angine et voulait à tout prix un antibiotique. À l'époque, je disais « chacun n'en fait qu'à sa tête, s'il ne veut rien d'autre, il l'aura ». Les 2 premières fois, je lui en ai donné aussi, c'était il y a 30 ans. Mais il revenait toujours. Un jour, je lui ai dit « ça suffit, pas aujourd'hui. Parlons de ton histoire. Que se passe-t-il » Alors qu'il ne voulait pas en parler auparavant, il a commencé à parler cette fois. Nous sommes tombés tous les deux sur un bon jour où nous avions tous les deux du temps. Et il s'est avéré qu'il était très intelligent, très doué en informatique à titre amateur. Et pourtant, il est resté dans l'entreprise où il avait déjà fait sa formation. Et tout le monde comptait sur lui, il était le seul à tout connaître. Il y a eu une époque où très peu savaient comment ça fonctionnait, et tout le monde venait le voir. C'était le genre de personne qui ne savait pas dire non.
Sa stratégie de survie que ses parents lui avaient apprise, c'était de toujours dire oui, c'est comme ça qu'on s'en sort le mieux, surtout ne pas créer de conflits, un désir constant de paix où tout le monde est beau et gentil. Et puis il s'est avéré qu'il touchait presque le même salaire que lorsqu'il était apprenti, et qu'on lui impose plus de choses que ce qui correspond réellement à sa dignité et à sa fierté intérieure. Mais il n'a pas appris à taper du poing sur la table, à dire « stop, ça suffit, pas plus loin que ça ». Et je le constate encore beaucoup aujourd'hui, des personnes qui ne sont plus que sur les réseaux sociaux, qui même dans le bus ou le train ne regardent plus que leur téléphone, perdent ainsi le contact avec elles-mêmes, cette ancre intérieure. Ils perdent cette souveraineté intérieure, qu'ils ont encore moins de force et de volonté pour dire « stop, ça suffit ». Nous l'observons très bien, c'est pourquoi les gens sont dans un état d'alerte excessif. Et la troisième maladie courante, le bas du dos. Le bas du dos, ce n'est pas très spécifique non plus. D'ailleurs, les problèmes de dos, surtout le bas du dos, c'est souvent quelque chose qui fait que les gens, ou plutôt les personnes, sont en arrêt maladie pendant des semaines, voire des mois. Oui, alors je peux dire pour moi en ce moment, j'ai passé 2 mois en Inde et à Bali et j'ai fait ma pratique de méditation et de yoga tous les jours. Et je dois avouer que quand je suis arrivé là-bas, j'étais aussi un peu surmené et j'ai vraiment pris consciemment 2 mois pour moi parce que je dis toujours, tout le monde peut se tuer au travail. Mais avoir le courage de tout quitter, ça demande un peu plus. Et j'avais aussi des douleurs dans le bas du dos. Mais je savais exactement pourquoi, parce que je ne bougeais pas assez, parce que j'avais négligé le yoga et que je ne faisais plus tout ce que je savais pertinemment que je devais faire. Je suis comme tout le monde. Je dois aussi toujours me forcer. Parfois ça marche mieux, parfois pas du tout. Avant de partir, ça ne marchait presque pas. Et puis j'ai remarqué ce qu'une cure ayurvédique au fin fond de la jungle indienne, avec beaucoup de méditation chaque jour, des exercices de yoga vraiment soigneusement étirés, pouvait faire. Tout ce que j'avais, les douleurs, les épaules, partout, tout est parti en 2 ou 3 semaines. Il faut vraiment l'étirement physique, le mouvement, le repos, la respiration, un renforcement du nerf vague pour que nous retrouvions une sensibilité à tous les cadeaux que nous avons dans notre corps et que nous pouvons utiliser. Ces 97% attendent d'être utilisés. Mais si je fonctionne en mode alerte, alors seul mon tronc cérébral travaille. Et lui, il ne veut qu'une chose, moi survivre maintenant. Ça veut dire que toute ma pensée, on parlait des politiciens, est uniquement orientée vers « comment puis-je m'en sortir ici à peu près correctement ?» Le nerf vague sert de porte d'entrée. On l'appelle aussi à juste titre le nerf social. C'est le nerf social, nous devrions reparler des 3 mécanismes de survie de l'être humain. Parlons un instant de ce nerf vague. Il est très tendance actuellement. Je pense qu'on doit vite regarder ton nouveau livre, Vagus Code, Nouvelles perspectives pour la résilience et la sérénité. Nous avons beaucoup évoqué la peur chez les politiciens, médecins, systèmes et autres. Comment peut-on activer ce nerf vague maintenant, pendant que nous sommes assis ici ensemble, dans la vie quotidienne, juste avant une situation stressante, juste avant d'entrer dans la prochaine conversation ? Parce que tu as esquissé tout à l'heure qu'il est vraiment fondamental pour calmer tout le système. Exactement. Donc le nerf vague est un mécanisme de survie que nous avons développé au cours de la dernière évolution de l'humanité parce que nous avons réalisé dans le dernier processus que la survie n'est possible qu'en communauté et ainsi les traits du visage sont devenus plus amicaux. L'homme de Néandertal qui était très renfrogné, les traits du visage ont évolué de sorte que les gens se sont davantage rapprochés les uns des autres. Ainsi, ce sont principalement les fibres du visage qui se sont développées. Il existe aussi un exercice très pratique à faire. En effet, lorsque la mère caresse le front de son enfant et qu'elle l'apaise ainsi, cela se produit parce qu'il s'agit de phases faciales associées au nerf vague. Et un exercice très simple consiste à caresser autour des yeux, ce qui stimule le nerf vague. C'est une possibilité. Une autre possibilité consiste à émettre un bourdonnement où la glande thyroïde, ou plutôt les cordes vocales, tout le chakra de la gorge commence à vibrer. Pour ceux qui pratiquent le yoga, la méditation, nous connaissons maintenant le OM. Ici, on pourrait ajouter un peu de A devant, A, O, O, O. Donc ce bourdonnement active le glossopharyngien.
Ensuite, il y a bien sûr la respiration, tout le monde le sait maintenant, on parle de respiration 4-7, inspirer jusqu'à 4, expirer jusqu'à 7. Ce sont toutes des choses, nous avons défini au total 7 exercices du nerf vague que nous avons également confirmés par l'ECG. On le voit, quand on fait cet exercice, on voit à l'ECG comment le tonus sympathique diminue et comment le tonus du nerf vague augmente. Sauf si les personnes sont tellement perturbées dans cette autorégulation que cela ne fonctionne justement pas. C'est pareil aujourd'hui pour beaucoup. Mais dans ce cas, la respiration n'aide pas. Mais j'observe quelque chose de très particulier. Justement, les personnes qui ont tendance à rechercher la perfection, quand ils font ensuite l'exercice de respiration, imaginez-vous, l'ECG dure 10 minutes, pendant la moitié du temps, on parle de choses tout à fait normales. Je vois alors toujours quand un pic apparaît. Durant la seconde moitié, on respire à une fréquence d'environ 4-7 ou 4-9. Mais dans cette plage, on respire et là, on voit soudainement comment le nerf vague s'active fortement. Chez les personnes où il ne s'active pas, mais où le système sympathique s'active à la place, ce sont celles qui ont écouté très attentivement et qui veulent maintenant faire tout particulièrement bien. Et parce qu'ils veulent le faire parfaitement, le faire particulièrement bien, ils se mettent eux-mêmes tellement sous tension que c'est exactement le contraire qui se produit. Le système sympathique s'active et le nerf vague diminue. Tu parles de ces gens qui cherchent à s'auto-optimiser, n'est-ce pas? Les personnes qui cherchent à s'auto-optimiser ou les perfectionnistes, J'en connais pas mal, tu sais. On est vraiment à Prenzlauer Berg ici, au cœur des gens qui cherchent à s'auto-optimiser. Ça me gonfle tellement de voir à quel point ils se mettent la pression, alors qu'en fait, ça devrait être quelque chose de positif. oui. Et c'est pour ça que la meilleure forme le renforcement du nerf vague, c'est en fait l'observation de la respiration. Je suis tellement présent à moi-même que j'observe simplement ma respiration. Et soudain, au lieu de rester bloqué dans ces 300 millilitres à haleter, j'arrive soudainement à une expansion de 3 litres et demi. Et si en plus je respire par le nez, nous les humains sommes faits pour respirer par le nez et nous n'avons pas besoin de masque, car lorsque nous respirons par le nez, tout est suffisamment filtré. Comme nous respirons par le nez, lorsque nous respirons profondément par le nez, nous pouvons stimuler de nombreux processus biochimiques dans le corps de manière très bénéfique. 10% de plus de molécules d'oxygène sont fixées sur les globules rouges, la pression artérielle diminue, le nerf vague se détend. Grâce aux exercices que la culture ayurvédique et yogique nous apporte en Europe depuis de nombreuses décennies, nous pouvons aujourd'hui prouver tout cela. Nous voyons exactement ce que la méditation et les différents exercices nous font. Et nous voyons comment cela nous permet d'obtenir une biochimie régulée dans le corps. Et cette biochimie régulée ouvre des portes à la guérison, de sorte que la guérison puisse avoir lieu. Je parle toujours de la possibilité que cela réussisse. Parfois cela ne fonctionne pas. Cela fait simplement partie du processus. Mais nous créons des conditions favorables avec la respiration, avec la méditation, avec le yoga, avec l'alimentation, avec la médecine naturelle à forte dose, les plantes médicinales. Nous créons des conditions dans lesquelles la guérison peut avoir lieu. Parce que nous créons les conditions de base, les conditions biochimiques et physiologiques de base, pour que non seulement la guérison, mais aussi une pensée claire et une conscience claire deviennent possibles. Et ensuite aussi l'intégration, parce que l'intégration a besoin d'abord de la réflexion pour que cela puisse s'installer. Celui qui fonctionne en mode alarme ne peut ni réfléchir correctement, ni encore moins intégrer. Cela veut dire que le système a besoin d'une dose de sécurité, donc d'un tonus vagal, pour pouvoir intégrer les expériences vécues de manière à ce qu'elles deviennent durables, car ce n'est qu'à ce moment-là que la croissance peut avoir lieu. Et cela n'arrive aujourd'hui qu'à une toute petite partie de la population qui s'est vraiment orientée intérieurement vers la croissance. Pour les autres, la courbe, comme tu l'as déjà mentionné, va plutôt vers le bas. Parce que la distraction et le champ de la peur deviennent plutôt plus grands et plus puissants. Et à ceux qui n'arrivent pas à en sortir, à vraiment prendre la décision de passer de l'autre côté, la véritable magie de la vie reste cachée. Je suis complètement d'accord avec toi. Un autre point, par exemple, je suis très radical en ce qui concerne les amis. J'ai par exemple un cercle d'amis relativement restreint. J'ai ma famille. Je ne veux plus être le chouchou de tous. Avant oui, mais maintenant je suis très sélectif. Parce que je pense que quand tu es en contact plus proche avec les gens, il faut aussi fonctionner sur la même longueur d'onde.
Parce que si on est trop dans la résistance et qu'on veut convaincre les autres, c'est déjà complètement s'éloigner du bon chemin. Absolument. C'est pourquoi je dis toujours, peu importe la longueur de la blouse blanche d'un médecin, ce qui compte, c'est toujours sa propre intuition, sa propre perception. Et ce qui est si important pour nous, surtout à notre époque, c'est de percevoir avec plus de lucidité et de clarté que nous exercions nos instruments de perception, nos 5 sens et aussi ces sens plus profonds, l'intuition, ce sentiment intérieur profond qui nous dit si quelque chose est juste ou faux, ces choses doivent être entraînées aujourd'hui. Et alors nous pouvons continuer à évoluer. On peut le remontrer sur l'image, les girafes qui regardent au-dessus des nuages. La girafe est l'animal du règne animal qui a le plus grand cœur et le plus long cou. Et quand une girafe regarde au-dessus des nuages, cela signifie qu'elle est sortie des tentations, de la politique, des médias, de l'industrie pharmaceutique, de sa propre histoire de vie. Et elle parvient à sortir la tête des nuages, là où le ciel est bleu et où l'on peut voir les autres têtes de girafes qui parviennent elles aussi à sortir la tête des nuages avec plus de lucidité et de clarté. Je trouve ça très fort. C'est aussi ce que tu viens de décrire, avancer plus authentiquement dans la vie. Peu importe ce que tu fais. Je veux dire, tout le monde dit « Oh d'accord, l'AfD va s'en occuper d'une manière ou d'une autre, ou bien c'est le parti qui va régler ça d'une façon ou d'une autre. » Je pense que si tu mises vraiment sur toi-même, après avoir misé toute ta vie sur quelqu'un d'autre, et que tu es devenu mentalement un peu plus libre, et que tu te transformes en cette girafe, alors tu prends d'autres décisions dans la vie. Alors, il ne s'agit plus de gagner de l'argent ou de quoi que ce soit d'autre, il ne s'agit plus de concurrence ou de chercher à nuire à l'autre, ce sont des décisions authentiques, tu es content pour l'autre, donc nous n'avons pas besoin d'être en concurrence parce que nous allons tous les deux nous tirer mutuellement vers le haut. C'est exactement comme tu le dis, tu peux même aller encore plus droit au but. Au moment où nous faisons face à un défi, un stimulus vient de l'extérieur. Cela prend 200 millisecondes. Notre corps réagit au stimulus. Il faut 500 millisecondes pour que notre esprit perçoive qu'un stimulus est arrivé. Cela signifie que le corps réagit en premier. Et maintenant, il y a cette conscience qui ne s'en rend compte qu'après. Et mon corps a réagi. Soudain, une sensation plus chaude, plus serrée ou une pression est apparue. Puis j'ai perçu, ça vient de là et de là. Et maintenant, une réaction, une réponse de ma part arrive après 700-800 millisecondes. Et dans cet intervalle, il s'agit maintenant d'intervenir consciemment. Et nous développons ou facilitons cette conscience en renforçant le nerf vague. Nous l'avons prouvé grâce à l'ECG, c'est-à-dire que si je prends seulement 3 respirations profondes avant de répondre dans une conversation, 3 respirations suffisent et ma réponse sera différente de celle que j'aurais donnée avant ces 3 respirations.